Allez, ouais. Bienvenue mes chers bipèdes et bien évidemment en public cette fois. Eh ben oui mon petit Néo, t'as vu. Une fois n'est pas coutume. Le public est pas super nombreux, mais est-ce qu'il est chaud? Plus chaud que quand il était plein là. Ça... À la fin de l'émission, on va voir ce que ça va donner. Bien. Mon petit Néo, aujourd'hui on va faire une émission un petit peu à part. On va pas parler d'image, on va pas parler de son, mais indirectement oui. Mais indirectement oui, mais de tout ce qui permet de faire un jeu vidéo, c'est-à-dire les studios, et puis surtout comment ça réunit les studios. Enfin bref, je suis en train de m'embrouiller, mais c'est pas facile à expliquer. Faut c'est dire. pas évident à expliquer, mais c'est pour ça qu'on a deux invités, François et Gwen ou Noumeni. Les deux. Les deux, ok, on peut dire les deux, ça marche. Et ils vont nous expliquer ce que c'est que l'association Push Start. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'association Push Start dans le public? Non, oui. Pas beaucoup de voilà. oui quand même, ouais. Ouais, du coup, cette émission est d'utilité publique. Oui, et surtout que je crois qu'on a une majorité quand même de gens de jeux vidéo, donc c'est étonnant de pas forcément avoir entendu parler de l'asso. Comme quoi, ça vaut le coup de faire du, comment on appelle ça, je sais plus, j'allais dire prosélytisme, mais pas du tout. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. Une émission dessus, et puis pour vous faire connaître, et puis alors non pas vous individuellement, parce que vous avez l'air très sympathique, mais il n'y a pas que ça. On va pas parler de vous personnellement, mais de l'association donc Push Start. Mais avant ça, oui, le petit créneau. Le petit créneau que grâce à nos chers patriotes-bipèdes, qui sont ceux qui nous aident financièrement à faire ce podcast, nous pouvons faire ce genre d'émission en public, payer à manger et à boire à nos invités et s'acheter des Tesla. Pardon. D'accord. Ouais. Non, pas du tout. Mais c'est pas c'est ça. J'ai le bras droit qui me démange. Mais sinon, oui, comment on fait pour devenir patriote-bipède? Mais comment devient-on cet être illuminé et lumineux? Et il faut utiliser Internet, c'est fou en fait. C'est incroyable. Il suffit d'aller sur Patreon de CGY. Non, alors sur le site, vous pouvez souscrire, entre guillemets souscrire, puisque c'est pas une souscription, mais en fait c'est un prélèvement qui est fait à chaque émission qui sort. Il y a 3 paliers, junior, middle, senior. Ça vous rappelle quelque chose forcément. 1, 3 et $5. Chacun donne accès à des petites choses en plus, notamment des petits goodies, l'accès au Discord pour pouvoir échanger avec tous nos invités et avec la plupart des gens qui sont Patreon senior. Il me semble que c'est que aux seniors, tu me rappelles. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Eh ben voilà, comme d'habitude, j'ai pas fait mes devoirs. En tout cas, voilà, vous avez accès aux émissions une semaine en avance. On demande assez régulièrement en fait aux gens qui sont sur le Discord, ce qu'ils ont pensé de l'émission d'avant, est-ce qu'il y a un sujet auquel ils aimeraient qu'on aborde, etc. Alors, on peut pas forcément tout le temps le faire, mais on essaye. Et puis évidemment, si vous voulez nous soutenir, déjà le principal c'est de prêcher la bonne parole. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. C'est partager le podcast. De toute façon, on fait ça vraiment pour partager un maximum et faire connaître tous les métiers de nos industries. On a commencé dans l'animation, maintenant on est dans le jeu vidéo. On a fait aussi pas mal de choses annexes. Et on remercie tous nos invités déjà depuis, et je remercie tous ceux qui nous soutiennent jusqu'à maintenant. Et on en a dans le public. Eh oui, évidemment. Donc voilà, vous avez aussi des moyens de faire des dons. Il y a un Spreadshirt qui est bien vieillissant mais qui est toujours là. On va voir qu'on dépoussière. C'est clair. Et nouveauté de cette année, mon petit Néo. Vas-y. Pour les entreprises qui veulent nous aider financièrement et être défiscalisées, elles peuvent. À ce moment-là, elles nous contactent directement et puis on leur donnera un lien PayPal parce que c'est possible, mon petit Néo. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, puisque c'est la première fois que je fais la pub pour ça. Oui. Voilà. C'est pour ça que c'est pas encore arrivé, mais en tout cas, on a mis en place depuis le temps qu'on le dit, qu'on va le mettre en place. Ça y est, c'est fait, c'est lancé. Donc si vous avez des entreprises, si vous êtes dans une entreprise, dans un studio de jeu, dans un studio d'animation, vous dites putain, CGY c'est trop bien, je kiffe, j'écoute les émissions 4 fois et tout ça. Voilà. Bref. Et du coup, vous pouvez dire vas-y, mets des sous dedans, patron, merci, bisous. Très bien, c'est très bien. Ça résumé. peut être, mais avec un petit cordialement, ça marche très bien. On attaque. C'est parti. Dans le vif du sujet, dans le vif de Push Start. François, Gwen, bonjour. Bonjour. Salut. Ils sont tout timides, ça me fait plaisir. On va vous mettre à l'aise, il n'y a aucun problème. Déjà, vous allez vous présenter qui vous êtes déjà personnellement, et puis ensuite au sein de Push Start, et puis qu'est-ce que c'est que Push Start, et puis on continuera les questions après, parce qu'on en a une pelletée comme d'habitude. Ok, je commence.
Allez, Gwen. Donc, je suis Gwendoline Garand, je suis la présidente de Push-Start. Et à côté de ça, je fais beaucoup trop de trucs, vraiment beaucoup trop de trucs. Pour résumer, je bosse dans l'industrie du jeu vidéo et connexe à l'industrie du jeu vidéo. J'ai été artiste, j'ai fait de l'UX, j'ai fait de la user research, j'ai été knowledge manager, j'ai fait beaucoup de freelance. Tu étais knowledge manager. Oui. Alors attends, je t'interromps parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est-à-dire Si tu manages c'est le seul mot savoir. que tu ne sais pas, c'est très bien. Ah bon, ça va. Mais non, globalement, je m'intéresse au savoir et à comment est-ce qu'on pérennise du savoir dans les entreprises et comment est-ce qu'on le partage, comment est-ce qu'on forme les gens, plein de trucs autour de tout ça. Cool. Ça passe par la documentation, mais pas que. Et globalement, là, je m'oriente vers une thèse parce que justement, j'aime beaucoup le savoir. Et ouais, je fais plein de trucs, beaucoup. Parfait. C'est cool. J'aime bien les gens qui font plein de trucs. Oui. Et François. Eh ben, je m'appelle François, du coup. Bonjour François. Donc moi, je suis délégué général de Push-Start. Donc Gwen est élue en fait en tant que professionnelle de la filière et elle a été élue par le board. Donc il y a l'asso élit des gens pour représenter l'asso et ces gens élus élisent ce qu'on appelle un bureau dans une association. Et il y a un poste de présidence qui a été donc ce mandat-ci, c'était Gwen, comme la fin du mandat d'avant d'ailleurs. Et moi, je suis employé par l'association. C'est une différence notable, c'est-à-dire que des bénévoles qui sont élus par une filière pour les représenter et moi qui travaille pour l'association avec ces bénévoles pour arriver à faire avancer la structure et la filière qui va avec. Et voilà, donc après initialement j'ai un parcours de développeur plutôt universitaire généraliste, j'ai fait ça pendant pas mal de temps dans plein de secteurs dont en partie le jeu vidéo et après j'ai monté ma structure pendant 5 ans et puis j'ai aussi encadré des élèves en école et par accident j'ai atterri chez Push-Start. Voilà, c'est Comment ça par oui. par accident parce que je n'ai pas directement postulé, c'est quelqu'un qui a envoyé mon CV à ma place. Ah merde. Piège. Et à un moment Vas-y. donné étonnant, voilà, donc c'était rigolo. Donc Et, ça existait avant que tu y arrives. Ah oui, complètement. Ça En existe fait, depuis quand, Push-Start, ça déjà? existe depuis 2015. Ça C'est les 10 ans cette année. D'accord. Les 10 ans cette année. Oui. Joyeux. Non, pas- Pas encore, le gâteau pas arrive, mais Mars. Mars. Ouais, non, c'est 10 ans effectivement d'association et moi je suis arrivé en 2020 en tant que premier employé de l'association. Et voilà, après on en parlera sûrement un petit peu après sur qu'est-ce que c'est, comment ça se monte, pourquoi c'est intéressant d'avoir personne employée dedans, qu'est-ce que c'est la structuration d'un cluster et de la filière qui va autour. Et voilà, et je constate que s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Push-Start, c'est qu'on n'a pas encore fait assez de bruit. Donc c'est très bien, ça permettra d'éclairer un peu tout ça. Et je pense que c'est la deuxième fois que tu parles des entreprises au Patreon, puisqu'il me semble que le dernier live, tu parlais des entreprises déjà. Mais oui, c'est pour ça. On avait annoncé que, Ouais. mais on l'avait pas fait. Ok. Mais là, du coup, Ok, on a ouais. fait. On a Bon, passé bah, bravo le pas. d'avoir réussi à avoir le côté défiscalisation. C'est pas simple et on pourra en parler aussi. Côté asso. Voilà. Donc je viens du dev, j'ai fait pas mal de trucs différents et j'ai atterri chez Push-Start. Et c'est Charles. votre métier à plein temps maintenant, là? Pour François, oui, qui est salarié, Ouais. moi je suis juste bénévole. Oui, là-bas, Mais c'est un deuxième métier à plein temps. Oui. Parce que ça prend un temps de dingue, en Ça fait. prend beaucoup de temps, ouais. Enfin, je veux dire, rien que nous, déjà, on est une asso quelque part, voilà, mais c'est tout petit. Si, on est et une ça vraie prend, asso, quand ça même. prend beaucoup. Oui, non, mais. On est 4, mais on Enfin, est là, un c'est asso. pas comparable du tout pour le coup. Et déjà, ça prend pas mal de temps en plus sur les vies professionnelles qu'on a, donc j'imagine que c'est pas forcément. Oui, on n'a pas assez de 24 heures. Ouais. Après c'est on va détailler un peu après ce qu'est un cluster pro, il y a asso et asso, c'est-à-dire que la dynamique est pas tout à fait la même, il y a un aspect qui est plus entreprise et donc c'est pas moi j'étais embauché à un moment aussi où les élus précédents, les bénévoles donc précédents étaient cramés en fait parce que l'asso prenait une certaine place et eux justement en tant que bénévoles ça devient ingérable. Mhm. Et les clusters pro de cet ordre-là ont quasiment tous aujourd'hui des personnes qui sont employées dans l'asso, DG en général au moins premier poste quoi. Mais après moi j'ai été recruté au début à mi-temps, tu vois, tu construis ton poste progressivement et donc voilà. Moi, c'est un temps plein. J'ai une autre activité à côté parce que ça m'amuse de faire d'autres trucs à côté. Mais je veux dire, c'est aujourd'hui l'association a les moyens d'avoir 2 employés. Il y a Lucie qui doit être dans la salle là-bas, qui est chargée de communication, qui a été la 2e employée de Push-Start. Et on a pu monter à plus. On est monté à 4 employés sur une phase particulière. Et aujourd'hui, on a pu donc avoir 2 personnes en CDI à temps plein et une personne en alternance avec nous pour quelques mois. Voilà. Comment une asso arrive à financer justement des employés parce que on pense toujours aux assos à but non lucratif. On est Mais, une asso à but non lucratif.
Oui, ça veut dire, alors précise, vas-y ce que c'est comme Alors, ça. une asso à but non lucratif, c'est-à-dire que une entreprise, elle cherche à faire du bénéfice et à libérer des marges, à pouvoir croître. Une association à but non lucratif, elle a pas pour objectif de générer de la thune. Elle est là De la pour stocker. avoir, ouais, surtout de la stocker. T'as tout à fait raison. C'est ça qui est interdit, c'est ça, d'avoir Ouais. une énorme. C'est pas le Enfin, il faut but. que tu te C'est retrouves à remis l'équilibre au collectif. Ouais. Parce que tu représentes des gens qui font confiance à des élus et la structure et tu génères de l'argent effectivement, mais cet argent il est remis au pot en permanence. Donc une fois que tu as payé les salaires, c'est les actions en fait que tu vas pouvoir mener et beaucoup de choses dont on parlera, mais effectivement c'est une asso à but non lucratif. Ok, au même titre qu'une asso sportive qui va devoir, si elle a un peu de trésor, elle va essayer de payer des gens à l'année, mais après il va falloir qu'elle mette l'argent dans le matos, dans des tournois, des choses comme ça. Et vous, c'est dans les actions, du coup. Grosso modo, c'est ça. Et Ok. il y a des statuts spécifiques pour les assos sportifs. Je rentrerai pas dedans. Je suis pas expert de cette typologie, mais dans la logique, c'est Fais pas ça. non. C'est déjà trop compliqué, on peut pas ça. en plus. Mais c'est vraiment cette logique-là, c'est ça. Il y a des associations qui sont pas à but non lucratif. Nous, on est à but non lucratif. Mais Comme vous, du d'utilité. coup. Pardon. Comme vous, du coup. Bah, comme Oui. nous, du coup, Ouais, oui, clairement. nous, on ne se fait pas absolument aucune thune, on en perd plutôt. Mais, alors, comment ça naît, cette association, et surtout, à quoi ça sert? Puis, t'as parlé d'un mot cluster. Ouais. Alors, je suis désolé, mais moi, je sais pas ce que c'est qu'un cluster. Oui, Mis à part un truc, un agglomérat de trucs. ça, C'est clairement ça. c'est une grappe. D'accord, donc C'est vous un faites rassemblement Ok. de personnes et justement à l'origine, même si on parle un peu pour eux parce que ça date maintenant, mais c'est vraiment un rassemblement de professionnels qui se sont dit bah ensemble on est plus fort, donc on va rassembler les forces, les capacités, on fait des choses en commun et puis on essaye de se faire entendre, d'avoir des projets à chaque fois un peu plus grands, etc. Donc il y a vraiment cette idée de rassemblement et de collectivisation, je sais pas le terme, des ressources pour avancer collectivement, quoi. La notion de cluster, c'est pas forcément quelque chose qui est rattaché à l'associatif d'ailleurs. Donc en fait, on est une association professionnelle et de fait, dans le fonctionnement qu'on a, on est un cluster. Ça va être un outil, une plateforme et un lieu de rencontre pour un ensemble de structures ou de personnes aux mêmes intérêts. Et après, avec ce cluster, bah tu représentes un collectif et ce collectif va pouvoir mener des actions pour ce collectif. Et vous avez pas forcément un local, c'est principalement le Discord. On a un local. C'est ça? Ah, vous avez un local quand On même? a un local Où aujourd'hui. les gens peuvent aller, etc. Tout à fait. Se rencontrer, faire justement planifier des actions. On est à et ça l'altropisme. Alors en fait, de quoi? Il y a 2 lieux. Il y avait 2 lieux, mais tu n'étais Il y a- pas au courant du deuxième, visiblement. Mais c'est un bunker secret. C'est en lien avec une action qu'on a, mais on a le premier lieu qui est donc là, Altropisme. Je sais plus combien de temps ça fait. On est arrivé en 2000. Alors, toutes les associations professionnelles n'ont pas forcément de bureau, mais nous, on a eu un premier bureau au départ. S'il y en a qui connaissent la Cité de l'économie et des métiers de demain vers Odysseum, c'était là où elle était au départ. C'est pas l'univers du jeu vidéo. Voilà. C'était pendant le Covid en plus, donc moi j'y suis allé 5 fois en tout et pour tout. Et après on a pris, lorsqu'on a eu des recrutements à faire et passé à 4 personnes, on a justement pris un espace à la Altropisme. Donc je pense que tout le monde connaît plus ou moins ici l'altropisme. Ça sert. Globalement, c'est quoi L'altropisme. l'altropisme? Parce que nous sommes écoutés jusqu'au Japon, donc si tu veux, l'altropisme, voilà. J'espère que c'est traduit du coup. Parce que Oui, c'est pas de souci. mon accent japonais est pas terrible. L'altropisme, c'est ce que je qualifierais de tiers-lieu. En fait, tu vas avoir un espace qui est un ancien bâtiment de l'armée, qui a été mis à disposition par la métropole d'acteurs culturels qui vont en fait piloter cet endroit. Il y a des gens qui connaissent l'altropisme parce qu'il y a un café, il y a des événements, il y a des concerts. Emmaüs, il y a des poules, il y a Emmaüs, plein de trucs. Il y a des Il il y a oui, des, c'est il y a, sûr. il y a des tas d'actions en fait qui sont faites là-bas de façon générale, plutôt avec une dimension culturelle et sociale, mais tu as tout un espace qui est réservé aux entreprises et aux structures professionnelles, à la fois de l'open space pour des indépendants qui veulent un bureau par exemple, et des bureaux qui peuvent être plus soit partagés, soit privés. Tout cet endroit-là permet d'avoir plusieurs structures mélangées là avec un peu le même ADN. Donc ça fait un brassage permanent qui est intéressant en termes d'espace. Et c'est un peu... Moi j'aime bien ces punks un petit peu. Hein. Voilà, il y a des poules comme l'a Oui, dit souvent, Gwen. en plus, comme il y a les concerts le soir, t'entends pendant que t'es en train de bosser les répètes, les réglages, tout ça. Les poules qui s'éclatent au Les concert. poules poules. également. C'est les poules à facettes, hein, ils les ont baptisées. Oh, Oh, c'est beau. Incroyable. C'est accroché au plafond, ils les font tourner, tout ça. Ah bon. Il n'y a pas d'animaux qui a été blessé. Ah bon, ça va, pendant le... Et du coup, le deuxième lieu, partiellement, c'est en lien avec donc l'incubateur qu'on a développé il y a quelques années de ça,
qui est au niveau maintenant de sud de France. Ouais, c'est la on a halle de l'innovation. Ouais. Où justement on a cet espace qui nous est prêté parce qu'il nous appartient pas, mais pour lequel on peut faire en sorte que des studios puissent se rassembler, travailler, avoir des espèces de grandes masterclass, des grandes conférences qui soient données là-bas. Donc ça nous fait aussi une autre présence à l'autre bout de Montpellier où on essaye de faire vivre en fait le cluster, apporter du contenu, mener des actions, faire vivre aussi la ville parce que ça fait rayonner un petit peu tout ça. Dites-nous justement, c'est quoi ces actions? Qu'est-ce que vous faites avec Push-Start et un peu plus précisément? Parce que c'est assez flou. Quand on va sur le site, il y a beaucoup d'infos, j'avoue. Voilà, dites-nous un peu les majeurs, les missions majeures que vous vous donnez. Et le site, il est pas à jour. Voilà, c'est le moment. Ça va. Oui, non, mais c'est justement ce sur quoi on doit travailler. Mais typiquement, les actions de Push-Start, elles sont très vastes. Elles dépendent énormément des personnes qui viennent nous voir en réalité. Donc, s'il y a des porteurs de projets ou des porteuses de projets, on essaye de faire les choses ensemble. Donc là actuellement on a effectivement l'incubateur que j'ai évoqué, qui permet que des studios ou des gens qui aimeraient créer un studio, qui ont un début de jeu mais qui n'ont pas la structure, soient encadrés, qu'on les accompagne pour que ça se développe dans les meilleures conditions. Donc il y a déjà ça, c'est un gros projet en soi. Et après, ça peut être faire des délégations pour aller à des événements professionnels, pour participer, mettre en valeur un jeu, un studio, etc. Enfin, c'est ultra vaste. Trop de trucs. avoir par exemple comment on appelle ça, un booth dans un événement comme la PAX, si j'ai n'importe quoi. En français, je sais pas comment on dit. Un stand. Oui, un stand, tout à fait. Oui, c'est en français. Oui. C'est très français. Ce qui est un mot français discutable. Voilà, oui. Mais oui, ça peut être ça. Ça peut être là, par exemple, on réfléchit à pouvoir aller à la Nordique qui se passe en Suède, d'envoyer des gens là-bas pour qu'ils rencontrent un autre écosystème et se fassent connaître et qu'on mène des relations internationales avec un autre cluster qui se développe très très bien, etc. Du coup, vous allez acheter des doudounes? Comment ça va se passer? Non. C'est en été, pourtant. On a une chargée de com qui aimerait bien des bobs. Donc il y a déjà une première commande à passer. On verra après. Mais non, c'est vraiment plus organiser justement ces déplacements, faire en sorte que tout se passe bien pour eux, les accompagner de A à Z, prendre les besoins, même avant même de partir là-bas. Est-ce qu'il y a des besoins de rencontrer des gens sur place, des chercher des investisseurs? Ça, c'est vraiment ultra large et c'est vraiment très dépendant de ce dont les gens ont besoin. Mais du coup, alors qui s'occupe de tout ça? Parce que ça peut pas être qu'une personne, c'est les gens entre eux qui s'entraident, ou il y a des gens qui, comme François, sont là référents. Alors, et il y a François, j'ai un on n'a problème pas de assez de sous, François. comment ça se passe? Non, mais alors, pour compléter, ce que Gwen a montré quelques grosses actions qu'on peut avoir. Donc, il y a le Montpellier Game Lab qui est l'incubateur, qui existe depuis 2021. On pourra détailler un peu après si vous voulez les actions. Je veux bien que tu le détailles parce que je l'ai lu plusieurs fois et je vois pas encore ce que c'est vraiment. Alors, Montpellier Game Lab, incubateur. Un incubateur. C'est pour les œufs des poules. C'est ça. Pareil, mais on avec peut faire la métaphore. Je trouve que tout est lié. La métaphore est fonctionnelle. Techniquement, c'est un programme qui a été monté avec Push-Start et le BIC. Donc le BIC, c'est un incubateur innovation historique qui a presque une quarantaine d'années sur Montpellier, qui est basé à la halle de l'innovation d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là-bas, et qui est reconnu mondialement et qui accompagne notamment les startups depuis des années. Ils font pas de la crotte. Non, c'était pour la blague, mais c'est pas grave. Ah non, vas-y. Pas mieux. Lorsque le jeu vidéo s'est développé sur Montpellier, les acteurs du jeu vidéo, les entreprises du jeu vidéo, elles n'avaient pas forcément les dispositifs dont bénéficiaient ce qu'on appellera les startups. Donc, ils se sont naturellement rattachés au BIC. Et le BIC s'est retrouvé à un moment donné dans une situation où ils ont accompagné des studios pendant quelques années. Ils se rendaient compte qu'il y avait des fortes différences entre ce qu'est une startup classique et ce qu'est un studio de jeu vidéo. Ouais. Donc, ils étaient un petit peu ennuyés parce qu'ils arrivaient à leur amener quelques éléments, mais ils sentaient bien qu'il y avait un peu des trous dans la raquette. Et avec des dirigeants de studio, comme par exemple Frédéric Lopez de Altshift, pour citer lui, parce qu'il est vraiment dès le départ dans le projet. Et moi, c'était au tout début où je suis arrivé chez Push-Start. On a fait le constat qu'il y avait un besoin. On a proposé au BIC de co-construire un outil qui soit avec la légitimité et le côté entreprise du BIC classique et tout le volet connaissance de l'industrie du jeu vidéo que Push-Start et son écosystème pouvaient amener. Et donc, en fait, on a une promotion par an
qui réunit aujourd'hui 5 studios chaque année. En tout, aujourd'hui, on a 21 studios accompagnés, parce qu'au début, il n'y en avait pas 5, plus. On va avoir pendant plusieurs mois un accompagnement avec du coaching avec des dirigeants de studios déjà en place, avec des ateliers pour apprendre à faire des playtests correctement, pour apprendre on va faire ce qu'on appelle des ghost reviews, par exemple, pour arriver à tester votre jeu selon la presse, mais avant que ça sorte dans la presse pour voir si ça marche. On va avoir des ateliers autour du marketing, de la vente marque. Le but, c'est pas d'apprendre aux gens à faire des jeux vidéo au sens où normalement ils arrivent, ils ont déjà des bases techniques. On peut leur amener des éléments s'ils ont besoin là-dessus. Le technique artistique est déjà là, mais en fait, on va plutôt accueillir des structures qui ont déjà une base de production, mais qui ont besoin de comprendre qu'est-ce que c'est une entreprise, comment tu vas gérer tes ressources humaines, comment tu vas accéder à tes marchés, comment tu vas parler à des financeurs, comment tu vas progressivement faire que c'est une boîte qui tourne et pas juste un groupe de potes qui fait un jeu. Et l'idée, c'est d'avoir des structures qui en vivent, d'avoir des employés qui puissent être heureux et des bons axes de développement, des fonctionnements sains d'entreprise. Et pérennes. En amenant à des gens qui sont plutôt dans la création initialement, des briques qu'ils n'ont pas acquis en général. Donc, encore une fois, si on a des acteurs, je pense à un exemple, on a un studio par exemple qui changeait de moteur, il passe de Unity à Unreal et ils savent pas très bien gérer le son à ce moment-là, c'est très important pour eux, ils sont dans une phase délicate. On va trouver un spécialiste technique qui va bosser avec eux, mais c'est pas forcément ce qu'ils viennent chercher initialement quand ils rencontrent cet incubateur et donc t'as tout ce suivi là qui se fait, il y a du lien entre ces studios. L'idée c'est qu'on les renforce au fil de l'eau avec du coaching, des ateliers, des conférences. Je tiens à préciser un point qui est pas négligeable, ces conférences sont construites en ligne intégralement. C'est un incubateur qui avait le jour pendant le Covid, donc on a vraiment construit un truc qui était le plus léger possible. Et on couvre l'Occitanie. Montpellier, c'est le bastion du jeu vidéo sur l'Occitanie, mais Push Start couvre la région. Donc pour arriver à distribuer cette connaissance le plus largement possible, le format des conférences qui est à l'incubateur, il est librement accessible, gratuitement, et toutes les personnes qui souhaitent s'inscrivent. Et tant qu'on ne passe pas une certaine jauge, on dit oui à tout le monde en fait. Et nous, là, on va sourcer des gens. La première qu'on a eue, c'était sur le crowdfunding en fin d'année. Enfin, la première qu'on a eue pour cette édition, c'était sur le crowdfunding en décembre. Là, on a la prochaine, qui est la semaine prochaine, qui va être sur comment faire tenir tes finances de studio de jeu quand c'est la crise. Celle d'après, elle sera sur la propriété intellectuelle, tu vois. Et à chaque fois, là, tu as un format de 90 minutes où quelqu'un vient, parle d'un sujet pointu, délivre de la connaissance à un public et il y a une phase de questions-réponses derrière. C'est construit sur les besoins de l'incubateur, mais ça distribue largement à tous les acteurs qui seraient intéressés par ces sujets-là, en fait, très librement. Vous faites ça sur une plateforme en particulier, genre Twitch, YouTube ou quelque chose comme ça ou... Et après, rediff. Ouais, il y a, alors, pour les confs, on est sur Google Meet. Okay. Pour certains formats hybrides, on va utiliser Twitch. Enfin non, d'ailleurs, pas dans l'incubateur, parce que il y a le besoin de contrôler qui c'est qui voit le truc. Les speakers préfèrent aussi. Voilà, c'est un peu. Il y a des fois t'abordes des trucs qui peuvent être un peu touchy. Après la partie atelier, elle est private. Il y a pas de, c'est pas ouvert, c'est que la promo. Et puis tous les coachings one-to-one avec les studios, ça c'est privé, c'est sous NDA. Il y a pas d'ouverture de ça au public, quoi. Voilà, bon, c'est un programme d'incubation, tu prends très tôt des projets ou des équipes jeunes de toute taille. T'en as qui arrivent, ils sont 2 dans un garage avec pas de thunes et une idée, un peu poussé quand même, mais voilà. Et puis t'en as, ils vont arriver, ils ont déjà levé 2 ou 4 millions et ils ont déjà 15 personnes, mais c'est leur premier jeu. Et donc en fait, on va les aider on va identifier les angles morts parce que c'est génial, mais t'es quand même vachement à risque. T'es à risque de 4 millions. Voilà. Donc, si tu foires, la gamelle, elle est pas pareille. Et toutes ces choses-là, c'est du coût humain à chaque année, en fait. Ça, c'est le Montpellier Game Lab. Ok. Alors à Montpellier, on dit Montpellier Game Lab, et hors Montpellier, on dit MGL, comme ça la région ne nous casse pas les pieds, parce que on vous expliquera après ce que c'est de bosser avec des institutions, si vous voulez, vous allez voir, c'est rigolo. Et ça, c'est une action qu'on fait. Mais on a un certain nombre d'autres actions, l'export qui vient d'être évoqué, tout un travail avec la formation. On a réaccompagné la région pour réouvrir un fonds de soutien financier aux jeux vidéo qui avait existé, qui a été fermé pendant 2 ans et qu'on a rouvert l'an dernier. Comment vous arrivez à les convaincre dans une période comme ça? Comment est-ce que vous arrivez à leur dire lâchez de la thune, quoi? On lâche rien, on y va tout le temps. C'est vrai, faut nous acculturer en permanence. Ouais. Alors, on est une asso. Et en fait, cette association, il y a... alors, pour une association régionale, on est une des seules à avoir des personnes physiques qui peuvent faire partie des adhérents, mais le gros des adhérents et ceux qui portent l'industrie, c'est souvent des entreprises. Donc en fait, au final, on va représenter aujourd'hui, je veux dire 70-75 entreprises entre les studios, les éditeurs, certaines écoles, etc. Quand tu vas voir la région
en disant moi j'ai tous ces gens, ils sont adhérents chez moi, ces structures elles sont adhérentes chez moi, elles ont voté pour qu'on les représente avec leur portefeuille et avec leur vote tous les ans. La région en face, elle observe ce que ça représente. Ouais, et ça représente, alors c'est très froid, mais pour ces acteurs-là, malheureusement, ce qui compte d'abord, c'est le nombre d'emplois et la tunasse. Voilà. Mais Donc les sous. Voilà. Mais quand tu leur montres ces métriques-là, du coup, tu peux engager des discussions et tu connais une filière que eux connaissent pas. C'est-à-dire que le jeu vidéo, ça reste un ovni pour eux. Ils progressent aussi, ils apprennent avec nous, mais et en fait avec vous, puisque encore une fois, une asso, c'est juste un tas de gens qui font des trucs ensemble. Donc, s'il n'y a pas les gens, ça sert à rien. Et nous, notre vision, c'est studio first. On sert d'abord les studios et les gens qui sont dedans, parce que c'est la valeur, elle est produite là. Et autour de ça, tu vas forcément bosser avec des éditeurs, des écoles, des partenaires, plein de spécialistes, etc. Et quand tu vas parler à ces acteurs institutionnels avec le poids que ça représente et l'expertise que tu développes, et puis que tu fais venir à la table des patrons de studios installés, avec des employés, avec des jeux qui sont sortis, qui sont renommés, etc., ils t'écoutent au bout d'un moment. C'est fatigant, faut se bagarrer, mais leur intérêt, c'est pas de pas écouter un bout d'industrie qui emploie plein de gens, en fait. C'est comprendre. Leur vous faites intérêt, ça pour les aider intérêt, à c'est ça, comprendre. c'est complètement ça. Donc voilà, cette dynamique, c'est un peu la dynamique d'une association professionnelle qui caractérise la différence qu'on a par rapport à plein d'associations. Quand on parle d'association, on pense à plein de trucs, mais pas forcément à ce que nous on fait. Oui, parce que du coup, vous êtes plutôt porte-parole plus que syndicat. Ah oui, clairement, on n'est pas un syndicat. Voilà. Non, j'ai pas dit que vous étiez un syndicat, mais je veux dire dans la manière dont le rapport, vous vous adressez. Justement, dans la tête, faut vraiment pas avoir cette image-là de syndicat. On n'est pas, on représente pas des revendications au niveau des employés, etc. Même au niveau des entreprises. On est là pour faire comprendre ce qu'est l'industrie, les besoins de l'industrie, et notamment parce que même encore maintenant, quand on discute justement avec les institutions, on est encore beaucoup trop assimilé à d'autres industries, genre que la tech ou que le cinéma, et en fait on dépend un peu de plein d'endroits parce qu'on n'est pas identifié comme une industrie à part entière. Et donc on a des problématiques qui sont nulle part, qui sont partout à la fois aussi, et il y a ce besoin de faire comprendre qu'il y a une structuration à mettre en place pour les besoins des employés, effectivement, en bout de chaîne, mais sur toute la construction d'un projet, pour que le projet soit viable, que l'entreprise soit viable, etc., etc. Donc, on n'est pas un syndicat. On fait effectivement du lobbying auprès des institutions pour une industrie, mais on est là pour apporter, en fait, une base structurante pour toutes celles-ci, en fait. D'accord, des représentants, des leviers, ok. Je précise deux choses. Enfin, une chose par rapport à ce que vient de dire Gwen. On n'est pas un syndicat, autant que possible, on est un terrain neutre. C'est-à-dire qu'on est une plateforme où justement les employés et les employeurs peuvent parler ensemble. Les syndicats peuvent trouver de la ressource et des interlocuteurs et des renforts pour parler à certains institutionnels. Et ça peut aller sur des actions. Je vais vous citer un truc totalement abstrait, mais qui en fait impacte directement les salaires des personnes dans le jeu vidéo. En fin d'année dernière, on n'a pas suivi, tout le monde a suivi. Je pense que c'était un peu le foutoir au niveau politique. Vite Trop fait. rien. Et il y a un moment donné où on s'est retrouvé embêté avec une notion de ce qui s'appelle le crédit d'impôt jeux vidéo. Et il se trouve que ce truc-là est très utilisé par les studios français et c'est un élément très fort d'intérêt pour les investisseurs. Qu'est-ce qui fait qu'un studio se développe ici plutôt qu'en Pologne, par exemple? C'est un aspect intéressant et fort qui permet aux entreprises du jeu vidéo d'aller utiliser ce dispositif pour diminuer le coût de leurs impôts ou des choses comme ça dans le cadre de production. Et ça, c'est de l'argent qui repart dans les studios, en fait. Et c'est de l'argent qui permet d'employer des gens. En tout cas, dans la version vertueuse de faire ça, c'est de garder cet argent au sein de l'industrie pour le faire tourner. Et ça, c'est des combats qu'on va mener avec des acteurs autres. Nous, on est Occitanie, mais on travaille avec des acteurs sur tout le territoire national. On a 8 associations du type comme nous, en nous comptant. Quand ça va de la Bretagne à la Réunion, pour faire court. Et en fait, ces 8 assos travaillent aussi avec des instances nationales, comme le SNJV, Syndicat National du Jeu Vidéo, par exemple, pour aller représenter les intérêts de ces entreprises. Ça veut dire que, pour donner un exemple, on va rencontrer des députés pour expliquer c'est quoi les spécificités du jeu vidéo, pourquoi c'est intéressant de travailler avec nous et de défendre certains dispositifs. Les entrepreneurs nous accompagnent pour présenter les raisons et le concret de ce que ça peut dire de positif pour l'industrie. Et après, charge à eux d'aller défendre les intérêts de ce en quoi ils croient dans les dispositifs de loi, les plans de loi finance et les trucs compliqués que personne n'a envie de lire. Voilà. C'est intéressant parce que vous recréez du lien à un endroit en fait où on se dit toujours non mais de toute façon ils y connaissent que dalle et en fait ça rejoint ce que j'allais dire par rapport à ce que tu expliquais Gwen, c'est que en fait c'est fou de voir à quel point le manque
de prise au sérieux de ce média depuis toujours a mené en fait à ce bordel, quoi. C'est-à-dire le cinéma et tout a tout de suite eu des grands comment dire, des grandes familles entre guillemets, ou des choses qui ont mis des structures, même des groupes, voilà. Et le JV en fait, qui a toujours été un petit peu comme ça, le mal aimé. Non mais vous êtes pas de l'art, non mais si, non mais ça, non mais de toute façon ça intéresse que mon enfant. Par voilà. contre, c'est reconnu comme produit culturel. Ah oui, parce que ça rapporte quand même de la thune pour le coup. Certes, Alors... mais contrairement par exemple au jeu de société qui n'est pas encore reconnu comme produit culturel. Ah ouais, ok. Au niveau de la TVA, etc. Il y a pas mal de. Et nous, on serait pour qu'il soit reconnu, mais en fait, il y a deux trucs. Déjà, on travaille avec le CNC, donc le Centre National du Cinéma, qui est aussi le référent pour les subventions aux studios, qui sont le fonds d'aide aux jeux vidéo, qui sont aujourd'hui l'antenne de rattachement au niveau national dans tout ce qui est ministère et paperasse compliquée du jeu vidéo. Donc, on a une accointance forte avec le cinéma. Ce que tu disais est intéressant, c'est le cinéma, tout de suite ils ont eu. En fait, non, le cinéma, c'est juste qu'ils sont vachement plus vieux et que il y a. Je pense que c'est qu'une question de durée. Moi, je pense pas grand-chose, tu vois, mais. Non, j'ai quand même l'impression qu'il y a un dédain. T'as quand quasiment même un fouet. fort, Alors oui, mais le truc, c'est que moi, j'étais pas là quand le cinéma a été créé. Bien sûr. Et je sais pas comment ça s'est comporté à ce moment-là, mais je pense qu'il devait y avoir quand même des trucs un peu similaires dans des écosystèmes très différents. Hein. C'était d'autres mondes, parce que c'était il y a longtemps. Mais tu vois, c'était un enfer. Cette différence-là, elle est forte. Et je pense que la reconnaissance que le cinéma a acquis, progressivement, nous on pense que le jeu vidéo l'aura aussi, parce qu'il se trouve que c'est un peu la suite, puis c'est la suite du truc en termes de représentation de plein de choses. C'est la suite du truc. Et après, les acteurs fonctionnent un peu différents. Nous, on a un marché qui est très international dès le départ, ce qui est pas le cinéma. Il y a plein d'enjeux comme ça qui différencient les deux, mais globalement, au final, ça fait pas si longtemps que ça que le jeu vidéo existe. Et donc, effectivement, tu te retrouves avec des acteurs en face qui, vu le temps qu'ils ont dû mettre à s'approprier le cinéma, tu te dis que il y a du boulot. Mais, en plus, on est du jeu. Là, on commence à avoir des gens qui sont des grandes personnes, qui ont des postes à responsabilité et qui ont grandi avec ça. Ils se sont appropriés ce support, ce médium. Donc, ils le prennent au sérieux maintenant. Ils ont compris qu'il y a une industrie, qu'il y a des gens qui bossent. Leur gamin, il fait pas que jouer un truc qui les gonfle. Puis en fait, peut-être que même eux, ils sont passés par, tu vois, ça démarre. Emmanuel Macron, il a dû jouer à Arkanoid, à machin, mais la perception de jeu, de ce que c'est, etc., c'est encore un objet en construction dans la tête des gens, en fait, en termes d'objets culturels, etc. C'est pas tout à fait clair Parce que pourtant, ça brasse quand même beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, c'est énorme. C'est pas le souci. C'est énorme. On s'entend là, mais c'est quand même beaucoup d'argent et. Mais c'est de la même façon quand tu regardes les études justement sur la consommation des joueurs, joueuses, de se dire que la plupart des femmes considèrent qu'elles sont pas gameuses alors qu'en fait elles jouent tout autant que les hommes. C'est qu'il y a encore un travail de concevoir le fait que jouer, ça prend différentes formes sur différentes plateformes, différents outils. Et ça, c'est pas encore acquis pour beaucoup de personnes. Hein. Même l'apprentissage de la ludicité, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est de la ludicité, etc. C'est pas clair pour plein de gens, quoi. Est-ce que vous faites aussi dans le serious game? Parce que là, on parle de jeux pour s'amuser, machin et tout, mais les jeux vidéo dans les entreprises, au sein des entreprises, etc., ça... Disons que nous, en tant qu'asso, on fait rien de jeux vidéo, on produit rien. On n'est pas producteur. Oui, je me doute bien. Par contre, on peut effectivement accompagner des structures qui pourraient en faire. Ça, il n'y a pas de souci. Que ce soit du serious game ou des trucs plutôt médicaux, etc. Elles ont accès à moins de choses. Alors, pas par rapport à nous, mais je veux dire, les fonds de soutien aujourd'hui, que ce soit régionaux ou CNC, sont pas les mêmes. Le serious game, il est entre la start-up et le jeu, on va dire. Je fais court, mais voilà. Donc, il peut sûrement aller chercher d'autres soutiens. On a des acteurs, d'ailleurs, qui s'en sortent très bien là-dessus. Mais tout ce qui va relever de quelque chose de dispositif vidéoludique, on peut humblement lui servir à quelque chose. Donc nous, ça peut être qu'on va accompagner des problématiques, mettre en avant ce que tu fais, te trouver des bonnes personnes pour répondre à tes questions. Et puis d'un autre côté, si mettons ici aujourd'hui, on avait beaucoup d'acteurs du serious game qui voulaient vraiment avoir ce côté associatifs professionnels qui les défendent, on s'approprierait ces sujets, on irait les défendre sur des scènes nationales pour dire, là, ça représente tant de gens, ces gens-là, ils ont ces besoins-là, pourquoi c'est différent de ça, on comprend pas, tu vois. Et voilà, on développe un argumentaire, on avance avec des alliés, etc. Mais ça peut, sans problème. Le serious game, c'est du jeu vidéo. C'est une composante du jeu vidéo. Et tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la composition de ce qu'on fait, est-ce qu'on est un syndicat et qu'est-ce qu'on représente, etc. De la même façon, en fait, dans la composition de l'association, on a parlé vite fait qu'il y avait un board, des élus, etc. En fait, on a une composition
qui fait qu'on représente vraiment l'industrie au sens très très large. On a un CA étudiant, donc on essaye aussi d'intégrer les futurs professionnels dès les études. On a des différentes écoles de la région. Des différentes écoles de la région. On a des gens comme moi qui sont freelance, qui avant bossaient dans une boîte. On a des gens qui sont juste employés. On a des patrons, on a des docteurs. On a vraiment de sens très 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 large. On essaye vraiment d'avoir une belle représentation de tout ça. Des médecins ou des doctorants? Non, des docteurs, enfin pas des docteurs médecins, des docteurs. Ils ont le statut de PhD. Voilà. Si on a un médecin, il fait pas que ça. Il fait pas que ça. Mais non, on essaye vraiment d'avoir cette belle représentation et de justement de pas tirer la couverture que dans un sens, mais vraiment de représenter l'industrie au sens très large du terme, avec les besoins effectivement qui reviennent pour le commun. À chaque fois, c'est le commun qui est le plus important. Du coup, est-ce qu'il peut y avoir des aides ou des actions par rapport à justement le côté technique ou le côté artistique? C'est-à-dire, précise ta question. Par exemple, je sais pas, des formations sur Unity, Unreal. Ah oui. J'en sais rien. Enfin, ou sur comment faire. Une belle texture. Exactement, voilà. Pas forcément directement dans nos missions, encore que s'il y a des gens qui arrivent et qui disent moi je veux faire ça, let's go on fait ça. Je suis bah oui let's go on fait ça. On trouve c'est des pas lieux. Difficile quand même. En fait si la personne a déjà tout ce qu'il faut et qu'il lui faut juste trouver un lieu, on va l'aider à le trouver un lieu. S'il lui faut juste du public, on va lui trouver le public. En fait on va chercher ce qui lui manque. Mais globalement si la personne a déjà un projet, on marche avec en fait, on avance. Le côté formation, pardon, tu voulais réagir? Ouais, c'est juste pour compléter. Je pense que ça va répondre en partie à ce que tu allais dire. Mais pour répondre à ta question, si j'ai bien compris la question, on accompagne dans les missions qu'on a le savoir, la progression du savoir, le partage des connaissances à travers plein de choses en fait. Ouais. Les conférences dont on parlait tout à l'heure, les ateliers, le Montpellier Game Lab, c'est une partie de ça. Complètement. Les masterclass qu'on peut monter avec certains partenaires. Je repense à l'an dernier, on était dans une école qui s'appelle Slop, qui est spécialiste du son, et on a monté une masterclass avec des personnes d'Ubisoft qui étaient bossées sur Prince of Persia et des personnes de Rendis qui avaient bossé sur Chains of Sinnoh, spécifiquement sur le son. Là, t'as de la montée en compétences, t'as du partage de connaissances, t'as des gens qui viennent acquérir ça, partager dessus, aller boire une bière après en discutant de comment t'as fait, etc. Et c'est super chouette. Donc ça répond en partie à ce que tu évoques, je pense. Et je vais aller plus loin, je vais passer les détails de comment on est là parce que ça va être long et chiant, mais on a aujourd'hui des partenaires avec lesquels on développe, où on distribue, où on met en valeur et on construit aussi des programmes. Je pense à un outil qui s'appelle Berti par exemple, pour penser qu'à lui, mais qui est un organisme de formation qui est conçu initialement par l'équivalent de Push-Start en Auvergne-Rhône-Alpes, donc Game Only, beaucoup plus grosse région du jeu vidéo, deuxième région du vidéo de France. Ils ont beaucoup plus de monde et c'est une équipe beaucoup plus solide. Ils ont un budget qui est vraiment plus conséquent par rapport à l'autre, mais c'est normal. C'est juste une petite jalousie. Alors absolument pas, absolument pas. Et c'est vraiment, on bosse avec eux et en fait ils ont monté cet organisme de formation sur la base de diagnostics que nous on avait produit et sur les besoins remontés par sur les les adhérents. besoins remontés par les adhérents, les studios, etc. Ils développent un cycle de formation. Aujourd'hui, il y a une autre asso qui a rejoint ce truc, donc ça veut dire que c'est une entité qui organise de formation. La tête de cette entité, c'est Paris et Lyon, mais c'est les associations pro, et elles produisent des formations. Nous, si c'est des partenaires à nous. Ils nous proposent un catalogue de formation. Si on dit ton truc, il est pété, ils vont le changer. Si on dit ce formateur-là, en vrai, nous, on a que des retours négatifs sur sa capacité à former les gens ou sur le contenu qu'il fournit. Ils vont, tu vois, et donc ce travail entre assos permet de qualifier, d'avoir une meilleure qualité de ces produits. Et donc nous, après, on est à l'aise pour aller en parler au studio et pour dire, il y a ça correspond à ça comme besoin. Nous, on pense que chez toi, est-ce que c'est oui, non? Et après, on va t'aider aussi à les utiliser. Et là, on rentre dans des trucs, comment on va utiliser des financements, genre les comptes personnels de formation, les trucs comme ça. Comment vous allez pouvoir, en tant qu'entreprise, mobiliser des moyens qui se retrouvent sur plein d'entités que personne n'utilise forcément quand ils savent pas, pour arriver à financer les formations des personnes qui sont en situation d'emploi chez vous. Comment vous allez arriver à faire progresser leur carrière, à faire augmenter la qualité de vos productions, mais à faire aussi que eux ils se marrent ou elles se marrent, leur parcours est plus cool, ils sont montés en compétences, tu vois, etc. Donc oui, on bosse là-dessus à plusieurs niveaux différents. Après, nous-mêmes, on n'est pas un organisme de formation en tant que tel. Non. Et bien après, on peut aussi aider les autres copains-copines des autres assos qui ont un peu plus de temps pour se diriger vers ces actions, un peu comme Berti, mais pas forcément en mode, comment dire,
c'est pas une entreprise, mais un peu avec le fait d'avoir un roulement, un truc automatisé, un calendrier, un catalogue, etc. quoi, spécialisé là-dessus. Mais par exemple, on a, comme dit, on couvre l'Occitanie, on a le Toulouse Game Dev qui est effectivement là à Toulouse, qui rayonne aussi dans l'Occitanie et qu'on va essayer de mettre en avant s'ils ont des informations ou ils cherchent des personnes pour justement animer un atelier, on va aussi communiquer avec eux, partager, etc. On va faire en sorte justement que ça aide tout le monde, comme dit à chaque fois. Je reviens vraiment sur le basique, c'est ça sert le commun et à chaque fois on a cette idée en tête. Vecteur de ressources et oui. compagnie. Ok. Et en termes de ressources, du coup, est-ce que vous aidez les gens à trouver du boulot? Hauteur de nos moyens, oui. À hauteur de nos moyens, voilà. C'est concrètement. Alors nous, on va pas pouvoir fournir du taf. On n'est pas Pôle emploi. Non. Mais c'est France Travail maintenant. Mais, oui, pardon. T'as raison. Alors bon. Il y en a qui sont inscrits. Dans mon jargon, c'est Polo. Donc du coup, j'ai du mal à me détacher de Pôle emploi. Mais c'est vrai, c'est effectivement France Travail. On travaille avec ces acteurs par contre. Oui. Et nous, on peut aider France Travail à qualifier une formation spécifique. On peut à mieux comprendre notre industrie aussi. Oui, totalement. c'est pareil. Mais ils sont des fois totalement, plus ça fait compliqués. partie du truc. Et c'est long et c'est complexe. Il faut avoir les gens qui écoutent en face. Oui. Et après, ça peut être très basiquement le fait qu'on va relayer nous, on va savoir que tel ou tel studio cherche quelqu'un, on va relayer l'information. Ou on va savoir que tel ou tel profil là est sur le marché et puis au détour d'un truc, comme on est au courant, au détour d'un truc, tu fais les bons matchs en fait. Et puis un peu comme votre Discord, pouvoir faire en sorte que les gens se connaissent, se mettent en relation, qu'ils puissent partager des annonces, etc. Véritablement, on sert vraiment, le plus basique aussi, de facilitateur à tout niveau. Donc on est là pour faire en sorte que les gens puissent communiquer entre eux, se partager les ressources, faire en sorte que ça vive. Et c'est à eux de prendre les outils et d'en faire quelque chose de concret, quoi. En fait, il est aussi important pour une personne qui cherche du travail de trouver du travail que pour une personne qui fournit qui cherche quelqu'un pour faire le taf, de trouver les bonnes personnes. Ça marche dans les deux sens, quoi. Tu vois. C'est pour ça que intuitivement t'as envie de te dire oui, ce serait un endroit idéal pour ça, parce que c'est extrêmement ciblé en fait. C'est extrêmement ciblé et c'est je suis perturbé. Bonjour. C'est je sais plus ce que je voulais dire du coup. Voilà, super. La plateforme, c'est extrêmement ciblé. On peut enchaîner. Ouais, la plateforme et que en fait c'est super ce que vous faites. On a pété Néo. Génial. Ah ouais, ça m'a vraiment sorti du truc. J'étais complètement ailleurs. Bon, bref, c'est pas grave. Vas-y, enchaîne si tu veux, Doc, parce que ça me reviendra pas. Non, mais c'est pas grave. Comment c'est né qui s'est dit tiens, si on réunissait les acteurs du jeu vidéo dans la région, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et comment, c'est quoi la genèse? Alors ça, je sais pas exactement. J'ai lu des documents dessus parce que ça a été documenté notamment par Antoine. Ouais, il a fait des articles dessus. Il y a des archives. Je peux t'en dire un peu plus. En fait, au départ, je vais faire court, mais au niveau régional, il y a une volonté au départ de forcer la main aux gens du jeu vidéo pour intégrer des clusters d'ESN, entreprises de services numériques. Donc pour se retrouver dans la même bassine que des acteurs comme Capgemini ou d'autres qui vont être des usines à développement par exemple, ou avec des sociétés de start-up médicales ou des choses comme ça. Et ils voulaient tout mettre dans la même bassine. Et il y a des personnes à ce moment-là du jeu vidéo qui se sont dit en fait non, on va jamais être représenté correctement là-dedans parce qu'on est tout petit, mais nos besoins ils sont très très différents de ces acteurs-là. Donc en fait on n'existera pas à ce moment-là et ça marchera pas. On va être les guignols, du coin. Et ils ont créé l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui Push-Start en se regroupant en disant fuck off. Donc du coup la région les a pas trop soutenus au début puisque c'était en mode punk, donc voilà. Et puis après c'est devenu Push-Start pour d'autres raisons, mais grosso modo c'est un groupe de personnes qui étaient des pros de l'industrie et plutôt des pros du type entrepreneur parce qu'ils étaient au contact de ces problèmes que tu vois moins quand tu es en emploi en général. Tu vois moins les problématiques de structuration de filière, de comment tu vas trouver les finances pour ta boîte, etc. Et c'est ces acteurs-là qui se sont dit, tu sais quoi, on a des trucs spécifiques à nous, on va monter un bordel là et on va essayer de créer un événement. Il y a eu le MIG à l'époque sur Montpellier. On va essayer de aller défendre nos intérêts à tel ou tel endroit, discuter avec les scènes, et tout ça s'est construit comme ça. Et Push-Start, c'est né de ces bénévoles qui ont créé ce truc-là en 2015, en fait. Au final, Push-Start, la marque Push-Start est née en 2015, et puis qui progressivement a évolué, en fait. Vous avez qui comme gros adhérents
à Pushstart, c'est que des indés, c'est que des studios indépendants. Alors, il y a du Ubisoft. Non, mais c'est intéressant. C'est une question intéressante. C'est une question tricky. Est-ce que vous acceptez tout le monde Oui, ou parce que quand on arrive sur le site et qu'on va sur la page adhérer, on peut être surpris par les montants qui sont affichés. Si on regarde pas dans le détail, on se dit ah oui, quand même. 3000 c'est-à-dire les balles. montants. Ah bah il y a des trucs, ça va jusqu'à 3000 €, 1500 €. Mais est-ce que t'as regardé les autres assos? Et tout en bas après. Non, mais je sais bien que c'est pas un reproche, hein. Je sais bien. Non, mais en fait, c'est réfléchi. Et voilà. Et en fait, c'est là où il faut aller dans le détail. Je vais vous laisser y aller parce que il y a évidemment des manières d'adhérer aussi pour le. Je rappelle que CGY n'est commun. pas aussi cher. Mais C'est pas les mêmes. on fournit. On n'a pas les mêmes besoins. Ouais, moi, si tu veux faire mon taf, je te laisse. Je vais prendre un peu de vacances. Je te laisse. Il y a pas de problème. On échange. Ah non, mais c'est clair. On fait pas le même service. Ouais. Non, mais alors, les adhérents, nous, de base, si, donc là, je vais parler des entreprises. Si t'es une personne en situation d'emploi ou si t'es une personne étudiante sur la région, que tu souhaites adhérer à Pushstart, tu peux. Là, les tickets, ils sont pas du tout, ils sont pas conséquents, tu vois. Non, ouais. Et ça, c'est les adhésions qu'on qualifie d'individuels et qui amènent le fait d'être avec le collectif, de pouvoir voter pour le collectif, d'avoir des happy hours quand on fait les soirées. Non, mais techniquement, ça amène un certain nombre de choses. Ça amène aussi l'accès à nos actions globales. Ça amène les réductions qu'on va avoir avec nos partenaires si on va au Game Camp en individu, soi-même employé, on veut y aller. Et on va payer 50% moins cher son billet parce qu'on est adhérent chez Push, par exemple. Donc, c'est un détail, mais en gros, en un one-shot, t'as amorti ton adhésion, sans compter les bières. Donc, ça va, c'est rentable. Donc, voilà, c'est vraiment un truc qui est pour les personnes. Je vais m'arrêter là dans la logique. Si pour les étudiants aussi, t'as aussi la capacité de progresser, je pense, plus vite quand t'es au contact de ce réseau-là. Mais on pourra détailler peut-être à un autre moment si vous voulez. Mais globalement, je m'arrête là pour ce qui est les personnes physiques individuelles. Quand on parle des entreprises, toute entreprise qui va travailler dans le jeu vidéo ou auprès du jeu vidéo en Occitanie a potentiellement légitimité à se demander si ça vaudrait pas le coup d'adhérer chez Pushstart. Si t'es un studio, c'est très simple, oui. Si t'es quelqu'un qui fournit un service à côté, on en parle parce que soit tu seras adhérent classique, soit tu rentres dans un circuit qu'on qualifiera de partenaire. Si t'apportes de la valeur à notre écosystème, si tu sers nos studios, on est OK pour discuter avec toi en fait. Okay. Mais si t'es un studio, si t'es un éditeur, si t'es une école, oui, tu as tout intérêt à adhérer à Pushstart et c'est possible bien sûr à partir du moment où t'as une existence en Occitanie. Pourquoi tu as un intérêt à adhérer du coup? Parce que en fait, l'ensemble des services qu'on a évoqués. Tout ce qu'on vient d'expliquer, Néo. En partie, ouais. Okay. Écoute, suis un peu. C'est un exemple. T'es dirigeant d'entreprise, tu fais tourner ta baraque, t'as 10, 20 employés, t'as une prod en cours, t'as la tête dans le guidon. Toi, tu vas pas être au courant de tous les jours le moment où nous on se bagarre avec la région pour rire à fond, où on va avoir les infos au niveau d'un ministère pour te passer le bon truc, où tu vas pas te casser la tête à monter ta délégation pour aller à la Gamescom parce qu'en fait on va t'envoyer un mail en disant c'est là, c'est comme ça, c'est ça, est-ce que c'est OK pour toi? Et c'est bon. Tu vois, c'est juste des exemples. Mais ce qui fait aussi qu'à un moment donné, tu peux être dirigeant d'un studio de 20 personnes qui a pas trop de réseau au niveau politique et d'un coup t'es assis à un repas avec le maire, la présidente de région ou le CNC. Et à ce moment-là, ce qui est super intéressant, c'est que ces gens dont peut-être t'as rien à foutre et jamais tu leur parleras sinon, là tu te rends compte que tu peux dire des trucs et qu'ils vont t'écouter. Et puis que le mec d'à côté va dire probablement pareil. Et tu vois. Et tout à l'heure, on parlait d'acculturation, mais en fait, ça marche dans les deux sens. C'est aussi pour que ces patrons qui vont peut-être devenir des gros patrons puissent aussi avoir le vocabulaire pour s'adresser à ces personnes-là et faire que ça marche dans les deux sens, vraiment. Ouais, c'est un peu comme ton pote qui te présente à son autre pote que t'aurais jamais eu accès. Voilà, mais sauf que c'est à l'échelle beaucoup plus grande et il y a un vrai sérieux aussi du coup forcément du fait de la structure et tout ça. Sans compter tout ce qui est montée en compétences, formation qu'on peut porter, suivi, etc. Ah, c'est cool. Si tu viens nous voir aussi avec des problématiques de studio. Formation, c'est une problématique. Ou de logement, ou de logement. Tu peux aussi avoir, ça nous arrive d'avoir un studio qui dit, là j'ai une galère, ma prod tombe. J'ai plus mon financement et j'ai 2 employés et j'ai peur pour eux. Et j'ai vraiment eu des patrons qui m'ont dit. Et tu fais OK. Et là, tu cherches autour pour arriver à replacer les gens au moins dans l'intercontrat, dans le temps que tu vois. C'est un exemple, hein, mais ou typiquement, tu vois, là, avec la crise de studios qui ont besoin de faire des redressements judiciaires, etc. De qu'est-ce que c'est, comment on fait ça, comment tu fais le redressement plutôt que la liquidation. C'est ça. Tu vois, aussi. Comment tu... C'est absolument pas la différence, donc. C'est de l'économie brute. En fait, t'as une entreprise, elle marche, ça va plus. Elle meurt, mais entre les deux, il y a un parcours. Et si t'es un peu informé de comment ça se passe, tu peux te rattraper en route, en fait. Et là, c'est un redressement judiciaire et t'es pas obligé d'aller direct dans le mur.
Si Et t'es de arrivé, clôturer la boîte. voilà, si t'es arrivé sans savoir ni rien, c'est des trucs anxiogènes en plus. Puis toi, tu fais des jeux vidéo. Enfin, si tu veux, t'avais pas prévu d'aller voir un type qui va t'expliquer comment tu dois gérer ton compte en banque. C'est chiant. Quand Et tu commences à voir marqué Game Over, oui, c'est pas. voilà. pas Et bon signe. nous, on est là pour te dire. Alors, ça, Faut ça savoir que c'est existe. écrit Game Over, faut le reconnaître Ouais, déjà. c'est Ça, ça. c'est pas dit. Qu'est-ce qui a marqué? Ça existe. Ça se fait comme ça. Là, ces personnes-là, elles sont sérieuses. Elles vont venir gracieusement parler avec toi pour t'expliquer comment ça va. C'est un exemple, encore une fois. Donc, on souhaite pas les redressements et les liquidations. On a un certain nombre d'adhérents, pour répondre à ta question initiale, qui sont des studios de plein de tailles différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de studios qui se sont construits avec Pushstart. Ils sont arrivés au départ, ils étaient petits ou inexistants, et puis maintenant, ils sont plus grands. Mais ces gens-là, ils ont grandi avec Pushstart, donc tu sais, t'as cet esprit de corps qui s'est créé. Et puis, il y a des studios comme Ubisoft, par exemple, qui sont pas adhérents chez Pushstart. Ils sont assez gros, donc on représente pas non plus un tel intérêt en termes de retour sur investissement direct. Mais par contre, on fait des actions avec. Nous, on pense que ça serait plutôt malin pour eux d'être adhérents, et nous, on serait content de les avoir avec nous. Et en interne, on devrait aussi gérer le fait que les problématiques de plein de nos studios sont pas celles d'Ubisoft, tu vois. Donc ça Mais serait du coup, aussi, ils sont adhérents ou pas? ils sont Non. pas adhérents, Ah. mais ce sont des acteurs avec lesquels on a des partenariats. On va faire des trucs avec eux régulièrement. Mais ça amène à la D'accord. deuxième partie de ta question de justement est-ce qu'il y a que des indés. Et effectivement, quand tu regardes la composition du territoire d'Occitanie versus les autres d'autres régions, ce qui est intéressant, c'est d'observer que quand on avait fait ça il y a 2 ans, de comparer vraiment Auvergne-Rhône-Alpes avec l'Occitanie et d'observer que en termes d'adhésion et de studios, on a des chiffres assez équivalents, mais que dans la composition même de qu'est-ce que sont ces studios, effectivement, c'est des très gros du côté de tout ce qui est Lyon, alors que côté Montpellier, en fait, effectivement, on a beaucoup de tout petits. Donc, même la grille d'adhésion, en réalité, tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que tu as regardé les autres? On a monté notre grille d'adhésion parce que elle était vraiment très, très basse. Et même encore maintenant, en réalité, on est encore très, très bas par rapport aux autres, mais c'est aussi cohérent, en fait, avec la capacité financière des studios qu'on a dans la région. Il y a une réalité du terrain qui impose un peu aussi. Ouais, puis sur la partie financière pure, il y a un truc qui est difficile à comprendre quand on est un employé, alors que quand on est un employeur, c'est différent. Si tu prends une adhésion chez nous, la première, elle a 100 balles. Pour une structure, c'est 100 balles. OK? Ça va jusqu'à 3000, effectivement. 3000, c'est pour les entreprises qui font plus de 10 millions de CA. Plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, je vous laisse faire le ratio entre 3000 et 10 millions. Marge pour A Oui, donc priori, c'est du pari pour eux. C'est ça, en Ouais, fait. évidemment, C'est voilà. calibré là-dessus. Pour des petits, des fois, sortir 500, ça paraît gros. T'as 10 personnes dans ton équipe. Tu décides d'envoyer tout ou partie de l'équipe au Game Camp. Donc, Ton un adhésion, événement. elle est amortie. Ah, pardon, Le un Game Camp, c'est un c'est quoi? événement annuel Pardon. qui se passe à Lille et qui rassemble 1600 à peu près, je crois qu'ils ont un quota fixe, 1600 personnes de l'industrie qui vont venir pendant 2 jours participer à des conférences, faire du B2B, B2C, etc. Non, pas B2C, mais B2B. Et, C'est-à-dire B2B, business to business. business to Ah, business, ok. donc il n'y a pas de Alors consommateur. que l'autre, business Et, to consumer. ok. C'est ça. Et du coup, ils vont participer à des conférences, manger ensemble, montrer des protos, peut-être trouver un investisseur, peut-être trouver un éditeur, etc. Boire des bières, François. Beaucoup, manger des frites Boire des aussi, bières. énormément. Ah bah oui, à Lille. Non, mais tu vas avoir C'est des bon. conférences avec des gens de l'Ariane, par exemple. L'année C'est ça. dernière, il y avait des gens de l'Ariane, il y avait des gens qui avaient bossé sur Helldivers, il y avait plein, tu vois, et en même temps, à côté d'eux, tu auras des personnes qui ont bossé sur 96, sur Magic Design, sur Have a Nice Day, enfin, sur C'est des plein de titres, jeux oui. locaux qui peuvent être mis en valeur là-bas. Je suis pas sous les détails aussi de comment ça se construit avec les assos, ça, parce qu'on fait partie, on construit le line-up avec eux. Mais j'ai pris cet exemple du Game Camp parce que pour pas mal d'entreprises et de personnes de l'industrie, c'est un moment phare de l'année. Ouais. Si tu es une entreprise et que tu décides d'envoyer 10 personnes de ton équipe, ton adhésion, tu l'as quasi systématiquement amorti d'entrée de jeu. Ne serait-ce C'est-à-dire que ça, que, voilà, il s'est rien passé encore. T'as juste payé un ticket et ça va passer. Ça compte pas tout le reste que tu vas avoir avec. Donc, les proportions peuvent paraître grosses quand t'es un individu. On a des associations dans nos partenaires qui vont avoir des tickets à 10 000 balles, tu vois. Enfin, je veux dire, nous, on monte pas à ces tickets pour des tas de raisons, voilà. Non, mais c'est des considérations qu'en tant qu'individu, c'est difficile à imaginer. Totalement. C'est pour ça que je dis ça, c'est que quand tu vas Mais c'est toi-même sur le site, Ouais. t'es là, ouais, ok. Et c'est aussi en pour fait, ça Pas que- c'est- 3000 balles pour adhérer. C'était pour ça que c'était intéressant d'entendre justement pourquoi en fait. C'est aussi pour ça que je disais que le site n'est pas à jour. Et moi, j'aimerais bien que dans le futur site, quand on l'aura bien refait et tout, il y a un peu cette partie pédagogique de pourquoi en fait on fait ça, qu'est-ce qu'on propose un peu plus expliqué. Sachant que quand on est adhérent,
même à titre individuel et qu'on vient par exemple pour les AG, en fait on en parle et cette doc elle est accessible, c'est la documentation accessible aux adhérents et on essaye de faire ce travail pédagogique d'expliquer qu'est-ce que la grille d'adhésion, pourquoi ça nous coûte tant. De toute façon, comme dit, comme on est une asso à but non lucratif, on doit montrer nos chiffres et on doit avoir un budget à l'équilibre. Donc tout est expliqué, tout est accessible et on essaye de le faire. Et après, il faut que les gens y viennent et ils partagent la parole. Ouais, en fait, je trouve ça fou qu'on n'entende pas parler suffisamment de ce genre d'organisme parce que, tu venais de l'expliquer, l'Occitanie en plus, apparemment, est quand même fragile du coup, en fait, finalement, parce que c'est beaucoup de petits studios avec Ubisoft à côté. Alors, en monstre. Oui, on est fragile, on est une des grosses régions du jeu vidéo, mais effectivement, il y a une fragilité par les petits. C'est instable, quoi, ouais. Les gros sont très fragiles aussi, parce que les gros, tous les mois, ils sortent beaucoup d'argent. Oui. Et plus t'es gros, plus tu fais de bruit dans ton monde, tu vois. Donc c'est. Oui, puis Ubisoft en ce moment, on entend beaucoup parler de d'eux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un studio qui vient avec 4 millions d'euros de fonds et qui est tout jeune, nous, on est content pour eux, mais on se dit, ok, il y a un sujet, il faut qu'on les aide parce qu'en fait, t'as moyen de te faire très mal, très vite. Et donc, en fait, oui, quelque part, un tissu de petits studios, certes, ça peut paraître fragile, ça a une fragilité, mais t'es sur des gens qui sont souvent beaucoup plus sobres aussi dans leur approche de la dépense, qui vont construire avec pas tant de trucs que ça, des choses formidables et qui ont une résistance aussi au changement et aux difficultés qui est bien plus importante à plein de niveaux, en fait. Donc, c'est pas si simple à définir, tu vois. Ah, ça devrait, pour moi, une asso comme la vôtre, elle devrait être vraiment mise en avant de fou par la région, justement. Mais c'est-à-dire que même, moi, je suis arrivé ici à 6 ans, tu vois. Je suis arrivé par le biais du cinéma et de la série. Mais voilà, avant, il y a peut-être 2-3 ans, quand on en a parlé dans le podcast, quoi, je savais pas du tout que ça pouvait exister. Alors que, et donc, on se retrouve toujours à être sur LinkedIn, à avoir des posts à droite à gauche, des Excel qui sont perdus dans les limbes d'Internet. Et t'es là, mais, enfin, non, c'est pas possible. Et après, t'apprends qu'en fait, mais si, mais il y a machin qui a monté tel studio, il y a bidule, il y a truc. Et du coup, voilà, bref, tout ça pour dire que c'est très bien ce que vous faites. J'adore, je ne sais pas conclure mes phrases. Vous êtes en fait un réseau social en vrai. Oui. Ouais, ça. C'est un peu ça, ouais. Et est-ce que vous avez la sensation là que justement, comme ça fait 1 an et demi là que c'est vraiment la merde dans le milieu, pourquoi tu dis ça ? est-ce que vous avez l'impression que ça a généré quand même des envies de monter des studios justement ? Moi, j'ai tendance à dire ça à des amis, me dire ouais, mais en même temps, tous ces gens qui se retrouvent sur le carreau, il y en a bien 2-3 là-dedans qui veulent monter un truc. Et est-ce que vous avez l'impression que ça s'est un petit peu réveillé ou est-ce que c'est on en accompagne déjà. Ouais, on a fait, comme dit, c'est la 4e promo, 21 studios. Sur le lab, ouais, c'est la 4e promo. Après, il y a toujours des gens qui montent déçus. Oui, ouais, mais toujours, vraiment. C'est vrai que dans des temps comme celui-ci, t'as peut-être des gens qui auraient pas osé avant, qui hésitaient, qui vont sauter le pas, c'est vrai. Ouais. Après, il y a une réalité aussi. C'est que t'as des profils qui vont arriver, ils ont 35, 40 ans parfois, une maison à crédit, 2 enfants, un chien, tu vois. Et c'est vrai que la prise de risque est pas la même que quand tu démarres plus tôt ou quand t'as moins de charges. Donc il y a plein de réalités qui font que je comprends qu'il y a plein de gens qui se lancent pas aussi ou qui se lancent avec modération. Mais je te prends l'exemple de Rendisk par exemple. Eux, ils se sont lancés pas du tout en période de crise. Et ils avaient des travails à côté, et puis ils ont monté un truc, ça s'est bien passé. Enfin, le premier jeu, personne n'a entendu parler. Deuxième jeu, c'est Chains of Sinar, pour ceux qui connaissent ou pas, mais ça a été un banger l'année dernière. Et à la base, c'était 2 darons qui bossaient à côté, quoi. Je veux dire, ils ont fait ça parce que c'était fun, et ça a été remarqué par un éditeur qui Focus, qui a accompagné le truc. Donc tu vois, tu démarres souvent de trucs de rien. Ça peut être des personnes déjà expérimentées qui ont envie de porter quelque chose. Ça peut être des gens qui viennent avec la volonté de vraiment faire un studio et d'aller directement chercher du cash parce qu'ils ont compris comment ça marche. Un méga projet. Tu peux vraiment avoir toutes les thématiques, quoi. Et est-ce que la crise qu'on vit là, en plus c'est compliqué de définir crise, on pourra en parler si vous voulez, mais en tout cas c'est le bordel qu'on vit là depuis 18 mois de bordel, on est d'accord, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que ça a généré beaucoup de création de studios par rapport à ce qu'on voyait avant? Je n'ai pas possibilité de le dire. Ouais. Ça génère des gens qui quittent l'industrie. Et ça, c'est un truc où nous, on travaille beaucoup à sensibiliser les grosses structures et les pouvoirs publics à dire ça, on a une excellence française dans le jeu vidéo qui est réelle. Et si on perd ces gens, mais on a un gros turnover. Il y a un vrai risque, quoi. Quand tu arrives à 35 ans, t'es fatigué, tu t'es fait licencier pour la 3e fois, bah, tu changes de branche. Et là, c'est fini, en fait. Tu vas probablement pas revenir. Et il y a plein de studios qui vont perdre aussi la possibilité de travailler avec toi. Ou tu arrives en retraite.
Les studios ont pas pensé. Ça commence, dans le jeu Ouais, vidéo. on commence c'est une à avoir les réalité. premiers retraités du jeu vidéo. C'est le début. On n'est pas prêt pour Mais ça, y a rien. mais ça s'apprend, ça. Et tous ces Il y a pas trucs-là. eu de- ouais. Bah, y a rien de Comment prévu ça, y a parce qu'il y avait avant des contrats qui étaient bizarres ou dans des trucs qui marchent pas. Du coup, t'as pas vraiment tous tes droits à la retraite. Enfin, c'est vraiment fucked up. Oui, des heures qui sont pas comptées, des trimestres C'est ça. entiers. Alors non, mais les- ça, on n'en parle même pas. voilà. Enfin, Et tu pars aussi d'un monde où faut pas oublier que c'est pas vieux, comme on disait tout à l'heure, au final. C'est plus une industrie enfant, mais c'est une industrie jeune adulte, on va dire. Et tu te retrouves avec des acteurs qui, il y a 20 ans, ils faisaient un jeu avec 4 potes, des mecs en général blancs, au fond d'un garage, à 4 gus 23 dans ans, un garage, voilà, comme dirait l'autre. à fond de Red Bull ou d'équivalent de l'époque, rien Ça à coûtait foutre, pas les horaires on grand-chose. s'en tape, etc. Le même type aujourd'hui, s'il est encore dans l'industrie du jeu vidéo, en vrai, il a 35 ans, il a 2 gosses, à 17h, Plus que 35, ça va être compris l'idée, quoi. Il Ouais, est à ouais, 17h, oui, plus que 35. Mais à 17h, il est à l'école pour les récupérer, tu vois. Il Ouais. a plus la même vie. Donc, en fait, toute l'industrie C'est a clair, changé aussi c'est avec clair. ça, quoi. Ouais. Et c'est, Puis le et- Red Bull, adieu. Enfin, voilà. Je fais pas de promo pour Red Bull. Je préfère. un J'en vois pas. autre exemple qui est rigolo aussi qu'on n'a pas cité, c'est Day of the Shell. T'as dit quoi? Day of the Shell, c'est le nom du jeu et le studio du père. Eux, ils sont rigolos parce que ils sont venus un jour comme ça, ils ont vu la lumière, ils sont rentrés, puis ils ont posé leur leur PC dans un coin de l'apéro JV, qui est un des événements qu'on fait public. Et en fait, ils ont fait tester le jeu, puis on l'a vu évoluer. Et là, ça fait plus d'1 an. Il est bientôt sorti, s'il est pas déjà sorti. Ils sont Et- passés au lab. Et ouais, aussi. Et c'est trop bien, en fait, de voir l'évolution, de voir la réception des gens directement comme ça. Enfin, c'est vraiment une belle aventure, quoi. Ils voulaient pas faire un studio à la base. C'était Ouais. un groupe de potes qui est venu avec un build, qui s'est dit, votre apéro, il est cool. Est-ce qu'on peut poser un PC là? Ouais. Ils ont fait tester le truc. Ils ont dit, bon, nous, on a prévu 3 mois avec des copains pour faire un truc. Et après, voilà. 1 an et Bon, demi plus tard. Ça avance. Tous les mois, ils ship. Ils ont calé leur milestone sur les apéros. Je déconne pas. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et je déconne pas du tout. Et à chaque fois, ils arrivaient avec hop, hop, hop. Ils prenaient les retours des playtests des joueurs, hop, etc. Au bout de 5 mois, tu vas aller voir, tu fais, les gars, comment ça ressemble à un studio? Ouais, non, les entreprises, c'est chiant. Enfin, non, mais tu vois, on a déjà nos boulots, on voulait juste faire un truc entre potes. Ok, 6 mois, 7 mois. Faudrait qu'on parle un truc, François, parce que, en fait, là, on commence à se dire qu'il y a un éditeur qui est intéressé par ce Oui. qu'on fait. Il faudrait qu'on fasse une vraie boîte. Et tu vois, en fait, alors, l'histoire est folle et elle est pas non plus hyper commune, mais elle est dingue. Elle est très représentative d'une partie de ce qu'on a envie de faire, nous. C'est de dire, genre, ça, c'est cool. Et après, ils ont été accompagnés par la métropole de Montpellier à travers des dispositifs sur lesquels on travaille avec la métropole de Montpellier. Ils ont été incubés à l'incubateur qu'on porte nous, et c'est C'est super. un pur produit terroir. C'est ça. Et aujourd'hui, ils continuent, et c'est vraiment... c'est du bio, Et madame. c'est trop cool, en fait. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est l'indie story qu'on aime Ouais. de fou, quoi. Ouais, c'est clair. On en aime plein des On histoires, en a mais celle-là, elle est plusieurs, drôle. mais celle-là, elle Il est paraît qu'il va y vraiment avoir une drôle. série sur Netflix. On aimerait C'est bien, ça hyper serait- malin de se dire, enfin, d'avoir l'apéro comme milestone parce que forcément, tu dis que tu vas le faire tester ton jeu. Donc ça te met forcément une espèce d'exigence, dire ah non, je peux pas ramener de la merde. Il y a des gens qui vont y jouer quand même. Et puis tu ships. Le truc, c'est que des gens qui viennent vers tester, il y en a. Des gens qui se disent, mes milestones sont calés dessus et je ship tous les mois, il y en a moins. Ouais, bah Mais ceci dit, c'est les premiers à avoir fait ça. Moi, j'étais surpris que ce soit les premiers à l'avoir fait. Ouais. Et je suis surpris ça commence, hein. Je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus qui a embrayé le pas, mais ça commence doucement. Voilà, on a une capacité d'accueil limitée. Bon, on verra si on doit changer de lieu. Mais factuellement, c'est drôle de voir ces histoires-là. Et ça, c'est vraiment parce que tu as ce creuset-là, de gens qui sont ensemble autour d'une plateforme, qui est Push-Start là. Mais il y en a d'autres, hein. On parlait de Sudpixel, de Tools Game Dev, il y en a plein. Nous, on a la particularité, contrairement à Sudpixel ou Tools Game Dev, avec qui on travaille, je précise. Nous, on couvre vraiment l'Occitanie. Et du coup, on a une capacité d'action, de réseau et un travail avec les pouvoirs publics que les autres structures qui sont Non, plus pas, petites, n'ont pas de salariés, Mm. ne peuvent pas faire. Donc en fait, on préfère bosser avec eux pour maxer ce qu'ils font et amener ce que nous on peut faire, plutôt que de faire la même chose qu'eux, en fait. Tu vois, c'est Ouais. pas... Ouais. Et à travers tous ces moments-là, tu crées un espèce de tissu de gens qui se connaissent, qui sont contents de se retrouver régulièrement, qui parlent la même langue, qui ont les mêmes problèmes, et qui soient employés, étudiantes ou patron qui a déjà un studio et qui fait plusieurs millions d'euros. Tu vois. Et ça, c'est valable, comme on l'a dit, avec les autres assos régions, mais aussi avec les assos nationales, parce qu'on a aussi des assos qui sont très, très spécialisés dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit pour le handicap, la diversité, qu'importe, en fait, la thématique. Mais c'est pareil, enfin, si on a besoin d'aller chercher des profils ou s'ils ont un besoin et que nous, on est capable d'apporter une réponse, comme dit, encore une fois, on est là pour aider les copains et copines et on fait de notre max, quoi. Mais ça reste bénévole. Voilà. C'est beau, mon petit Néo, c'est beau tout ça. C'est vrai que c'est beau. Pour finir sur ce sujet, et après, je pense qu'on va passer au moment
des petites questions de fin. Vie. C'est est-ce que vous diriez que voilà, justement les 2-3 personnes qui veulent faire leur projet entre eux et tout, il y a quand même quelque chose d'indissociable dans le fait de pendant une certaine période, tu vas quand même être livré à toi-même? Ou est-ce que il y a moyen quand même de venir vous voir et dire comment est-ce qu'on peut rendre un truc qui est à la base une idée un peu folle et un petit kiff comme ça, un truc qui quand même va tenir un peu la route, parce que souvent on entend beaucoup, il y a tellement d'histoires de voilà, on se lance et puis en fait au bout de 2 mois il y en a la moitié qui ont déjà abandonné, machin, etc. Je sais pas si ma question est très claire, Non, si. mais On n'est pas là pour tenir par la main les gens. Ouais. On va être là plutôt comme pas complètement comme un joker, mais on va pouvoir accompagner ponctuellement sur des questions très précises pour répondre à des gros enjeux des fois ou répondre vraiment à une question qui va popper comme ça et qui on n'a vraiment pas d'idée quoi. Mais on n'est pas là pour tenir par la main, donc ça va vraiment dépendre des personnes de leur discipline. Comme on disait, du père, ils ont calé leur milestone et tous les mois ils s'y tiennent et ils shippent et ils ont mis cette rigueur en place. Donc il faut que ça vienne des gens. Ouais. Par contre, quand typiquement, je reprends toujours ce même exemple, quand ils sont venus vers nous avec des questions sur peut-être il faut qu'on crée un studio, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, là effectivement on va pouvoir les rediriger vers les bonnes personnes, on va pouvoir potentiellement les tourner vers une structure, les tourner vers un incubateur, etc., etc. Mais on pourra pas, parce que de toute façon on n'a pas la capacité physique, financière, humaine pour pouvoir être derrière toutes ces personnes-là au quotidien, mais on peut quand même faire ce petit accompagnement et faire en sorte que ils rencontrent les bonnes personnes, que eux-mêmes rencontrent les bonnes personnes, etc., etc. Ok. Ouais, j'allais dire quand même, si ces gens-là sont dans cette dynamique, venez tôt faire des trucs avec nous, parce que comme ça on vous identifie tôt. Oui, aussi, oui. Régulièrement, vous allez vous retrouver avec des gens qui parlent la même langue, comme j'ai dit tout à l'heure, et pour garder la stamina tout du long du parcours de créer sa boîte et son jeu, c'est vachement bien d'être dans une bassine où tu parles avec des gens qui te comprennent, qui vont parfois te dire t'as vu ça ressemble à ça, tu pourrais aller par là. Attends, je connais quelqu'un qui peut t'aider là-dessus. Et c'est con, mais en fait, ça a énormément de pouvoir pour te garder de la motivation, te faire avancer plus vite. T'es pas tout seul dans ton ton coin, t'es pas tout seul de la cour. Nous, on va comme t'aider. l'évolution des game jams, mais réguliers, quoi. Par exemple, la Game Jam fait partie de ces outils-là, mais carrément. Et puis, il y a aussi des trucs que nous, on fait qui apparaissent pas forcément dans ta timeline à toi parce que t'as la tête dans tes trucs de prod. Mais là, du coup, en fait, il y a une enveloppe qui s'est libérée à tel endroit et peut-être que du coup, tu vas pouvoir le coup de pouce nécessaire pour aller à l'étape d'après. Tu vois? Et parce que nous, on va te dire, le dispositif régional, il est rouvert, c'est ça les conditions, faut le poser dans 2 semaines. Ouais. Et là, si t'es on peut vous aider à faire le dossier. On peut t'accompagner dans la construction du truc avec des lectures. On va, et puis, si on connaît aussi les problématiques des acteurs qui viennent nous parler, nous, on va défendre leurs intérêts à côté, en fait. Ouais. Et tu vois, donc, on va pas faire ta boîte à ta place. On peut pas aider tout le monde au même niveau. Par contre, ça reste une terre d'accueil et il est plus intéressant d'être dans le coin et d'être au courant et d'avoir des sourires et des gens avec qui t'es content d'être plutôt que de rester en ta cave en disant moi je suis pas encore prêt, non, j'irai aller voir quand j'aurai levé 2 millions d'euros. En vrai, tu vas jamais venir là. Mais j'ai vu des gens qui ont passé 2 ans de dev dans des grottes, quoi. Ouais. Ils sont sortis et ils se sont dit mais putain, j'ai perdu mon temps de ouf en fait. Pourquoi je suis pas venu avant? Mais clairement, c'est non, ça. Non, mais c'est ça. Et typiquement, j'ai parlé tout à l'heure rapidement de l'apéro JV, mais c'est un événement qu'on fait tous les mois, le dernier jeudi du mois, donc la semaine prochaine, le 30 janvier, parce que je sais pas quand est-ce que vous sortez votre podcast. Ah là, ce sera trop tard. C'est pas grave. Hier venez, pour le Cosmoped et il y a 8 jours pour les autres. Mais en tout cas, donc on y en a un tous les mois et l'idée c'est que c'est un événement qui est mixte, ouvert au public. Il y a également des gens qui sont pas du jeu vidéo qui seront présents dans le bar, donc et, ça se passe au Burnout. Et l'idée c'est que nous on va occuper un peu la scène pendant, on va dire 10-15 minutes. Des fois on dépasse un petit peu, mais on essaye de faire court. Mais on a du contenu à montrer, à partager. Ça peut être des infos sur les prochains événements, sur les enveloppes, sur ce qui se passe localement et ou potentiellement plus loin, etc., le calendrier. Et en fait, on va donner toutes ces infos, on va les repartager de toute façon avec le newsletter, etc., quoi. Mais l'idée, c'est que pendant ce moment où on est tous réunis au même endroit, en fait, on a les informations qui nous sont données, on peut en discuter avec les uns les autres. S'il y a des contacts ou des besoins de rencontrer des gens à ce moment précis, c'est le moment de le faire. Et c'est un rituel qu'on fait justement pour sacraliser un petit peu ce temps de rencontre, quoi. Ça crée de l'émulsion. Et vous pouvez faire playtester vos jeux à ces moments-là aussi. Et vous pouvez prendre la parole après nous. Si vous voulez vous présenter, nous on prend 15 minutes, on laisse 15 minutes d'open mic et après, il y a possibilité de playtest. Juste, tous les mois on communique sur la vraie date parce que des fois c'est pas la bonne. Et 2, il y a un formulaire pour dire ceux qui veulent poser des playtests ou prendre la parole, passez par là, sinon c'est chiant.
Oui, que ce soit pas l'anarchie et que ce soit pas... Sinon, vous risquez d'être déçu derrière avec tout votre matos. On vous dit, désolé, il y a déjà 5 playtests, ça passe pas, tu vois, par Et exemple. puis aussi pour les personnes, comme on disait, qui sont restées 2 ans en mode tunnel, etc., c'est de se dire non, prêtez-vous à l'exercice, même si c'est horrible de prendre la parole devant plein de gens, prêtez-vous à cet exercice de vous montrer, de parler, entraînez-vous justement à pitcher en fait une idée de jeu, etc. Et voyez la réception du public, faites tester, etc. Friendly, etc. en plus. Oui, on va pas vous jeter des cailloux, promis. C'est vachement plus friendly que d'aller devant un éditeur ou Oui. tu vois. Et donc vaut mieux commencer à faire ses armes sur la scène du burn-out avec des gens Ouais. Et puis pour qui les sont un étudiants peu aussi, bruyants c'est cool. parce qu'ils attendent la bière, mais Ou un peu bourrés parce qu'ils sont mais dans le pour métro. les étudiants, parce que Pour les Gwen étudiants, est c'est très vachement vraie, bien. pour les étudiants, Ça permet à ce qu'ils puissent montrer leur CV, dire je cherche un stage, voici ce que je suis capable de faire, et puis ils montrent en live, prendre la parole parce que c'est pas un exercice facile. Mais c'est vrai que ça permet tout ça. Et c'est comme dit, c'est les gens qui font ce qu'ils veulent. Eh ben, on mettra tout ça sur les notes de l'émission, mon petit Néo. Yep. Eh ben oui. À toi. Et en parlant de l'émission, eh ben Ouais. oui, on arrive à la fin et ceux qui nous suivent depuis le début le savent. C'est l'interview Offset, anciennement Ardisson. Hop, j'ai pas dit. Pas moi. C'est une interview que j'ai baptisée Pluto. Ah, pas le chien de Mickey, hein, qui est, d'ailleurs, qui va tomber dans le domaine public en 2026, je crois. Donc, si vous voulez faire un jeu avec un chien, Un chien connu. un chien connu, voilà. Jaune, noir, en plus c'est facile. Bon, bref. Non, pas du tout. C'est là, par exemple, j'ai une question. C'est pour y arriver en tant qu'artiste ou tech dans l'industrie jeux vidéo, c'est plutôt quoi, à votre avis? C'est plutôt Fortnite, faut éliminer la concurrence, ou c'est plutôt Left 4 Dead, ou faut de l'entraide, pardon, pour de la... J'arrive plus à me relire, merde. Pour de la Pour merde. de là, j'arrive plus à Pardon. De l'entraide pour survivre. Pardon. Hop là, c'est un mal, il mord pas. Tu vois. Ça dépend de la personnalité de la personne. Ouais. Ça dépend de ce qu'on vise comme carrière et comme agenda perso. Mais moi, je suis plus dans la collaboration, même si c'est parfois plus long, plus fastidieux et qu'en face, il y a des gens qui prennent des shortcuts. Tant mieux pour eux. C'est pas mon objectif et c'est pas ma façon c'est pas mon éthique, c'est pas mes valeurs. Voilà. T'as dit de l'entraide pour survivre. Alors moi, je pense qu'il vaut mieux jouer la partie avec des potes pour vivre déjà, juste parce que c'est plus sympa. Survivre, c'est un peu tricky, quoi. Mais il y aura plus de chances de survivre avec des potes avec qui t'as construit quelque chose et avec des gens qui ont des problématiques. Donc je pense vraiment, et c'est un truc qui est très jeu vidéo, surtout indie, ça d'ailleurs, hein, pas que ici, hein, partout en France ou ailleurs, vraiment même ailleurs. Ce côté genre, ok, on n'hésite pas à partager nos idées, on confronte les trucs ensemble, on bâtit ensemble. Donc tu vois, je serais plus de la deuxième partie. Il y en a qui vont la jouer Fortnite, c'est vrai. Ça peut marcher, c'est vrai. Ça peut marcher soit avec de la casse, c'est triste. Il faut savoir qu'ils existent. Après, tu peux choisir un autre ou machin. Mais dans tous les cas, je pense que d'avoir un socle qui est construit sur la deuxième approche, c'est nettement plus intéressant pour tout le monde et tout au long de ta vie en plus. Ouais, et puis on ferait pas d'associatif si on n'était pas un peu dans ce mode-là, quoi. Je sais, la question est un peu biaisée aussi. Créer son studio en France, son studio de jeux vidéo en France, c'est plutôt Animal Crossing, c'est cool et c'est sympa car ça se fait entre potes, ou c'est plutôt Dark Souls, un enfer sur Terre et on est tout seul. C'est un peu diteux. Si t'as des copains, c'est mieux. Mais ça reste un peu des fois le mode hardcore en fonction de comment t'arrives à trouver du financement. Ça dépend si t'es une femme ou pas d'ailleurs à la tête d'un studio. Ça, on en a pas Alors parlé, ça, on en mais- reparlera parce que je crois que ouais. tu fais partie de Women in Oui, Game. j'en fais partie, nous, mais pas Mélanie. que. Je suis dans toutes les assos. Globalement. Tu fais énormément de choses. Oui. Mais nous ferons une émission avec Women in Game, ça c'est Ok. prévu. Donc voilà, on a fait avec c'était pas le collectif 50-50, c'était les femmes s'animent. Femmes On s'animent, avait ouais. fait pour le 50-50, pour c'est l'animation, cool aussi. voilà. On n'a pas pu les avoir, mais en tout cas voilà, Mm. les femmes s'animent ont représenté. Voilà. Mais donc on veut faire aussi le côté jeu vidéo, bien C'est très évidemment. chouette, ouais. Ça serait très bien de parler avec elle, carrément. Moi, ouais, mais en fait, c'est du Dark Crossing ou du Animal Soul, mais C'est ça. C'est vraiment un mix Non, des mais- deux, hein. non, mais parce qu'en fait, techniquement, on va pas te dire ça va tout bien se passer. Et si tu pars naïvement avec tes potes, ça peut marcher, mais il faut que ton jet de dés soit vraiment hardcore, quoi. Oui. Le truc, c'est que c'est pas non plus forcément la charcle. Tout seul à contre le monde, tu vois. Et on sert justement à ce que ça soit plus sympa de faire un Dark Souls mais avec des couleurs et où des fois t'as un truc qui va encaisser les coups à ta place plutôt que d'avoir lâché ton petit bonhomme d'Animal Crossing dans le monde de Dark Souls qui va passer un sale moment. Mais non, mais vraiment tu
tu vas choisir un chemin à un moment donné, consciemment ou non. Et quand tu l'as construit avec des gens, avec des collectifs, quand tu t'es rattaché à des troupes, bah, t'as plus de chances d'arriver à faire un truc sympa, t'en tirer quelque chose, puis tu peux foirer un premier studio, réussir un deuxième, foirer un premier studio, retourner dans l'industrie avec un bagage énorme. Nous, on va aussi t'aider à prendre conscience du fait que là, bah, t'as déjà claqué 30, 40, 50 000 balles d'argent perso dans ton studio. Peut-être c'est le moment de réfléchir à ce que tu vas faire après, parce que c'est con, mais des fois, c'est pas marrant, mais on aide aussi à faire ce reality check des fois. Mais je pense pas que ce soit Dark Souls, en vrai. Et après, je pense pas que ce soit Animal Crossing non plus, parce que sinon, bah, en fait, Tout le il y monde a ferait ça, trop, ce serait ouais, trop puis il y a facile. trop de, pour monter une structure, on parlait bien de créer un studio de jeux vidéo, hein, Tout à pas fait. de faire un jeu. Non. Créer un studio de jeux monter un vidéo, studio de jeux c'est vidéo. monter une entreprise. Donc, en fait, il y a des moments donnés où c'est pay per please plutôt le truc, quoi, tu vois, c'est, voilà, on va pas se Oui. mentir non plus. Ok. Dernière question. Les gros studios sont vus comment par les petits et les indés? C'est plutôt Umbrella Corp, l'ennemi à abattre mais qui revient toujours te faire chier, ou plutôt Joel Miller de Last of Us, pour ceux qui n'ont pas la ref. Donc une référence tant dans les bons que dans les mauvais choix. Ah, ça dépend tellement des studios. T'as des studios qui sont shady. Pas con, hein. Mais t'as des studios qui vont être très shady, qui ont des réputations qui sont catastrophiques, mais qui sont Ouais. parfois bien reconnus. T'as des studios qui sont mal partis et qui ont rattrapé en route plutôt proprement. Et puis l'Ariane, c'est un gros studio, tu vois. Et moi, les gens que j'ai vus qui bossaient chez l'Ariane, je te dis pas que c'est parfait, je te dis pas que ça a pas rushé, mais globalement, j'ai plutôt vu des gens qui t'ont dit qu'ils referaient pareil, quoi. Donc, il y a tout vraiment. T'as des petits studios qui sont des catastrophes. T'as des petits studios où c'est l'enfer, tu vois. Donc, les petits studios, ils ont peut-être cette perception du gros studio facochère qui prend toute la place. Mais on a vu des petits studios qui ont upé d'un coup, qui sont retombés. On a vu plein de choses différentes. Donc, je pense pas qu'il y a une vision d'antagonisme pur, quoi. Donc, je différencie la vision des personnes qui portent l'entreprise au sens, c'est les dirigeantes ou dirigeants, de la vision que peuvent en avoir les personnes en situation d'emploi, où là, tu vas avoir des postures qui peuvent être un petit peu différentes. Mais dès que tu commences à capter qu'en face, c'est des gens qui font des trucs. Voilà. Après, il y en a des toxiques, il y en a des problématiques, il y en a qui sont pas du tout bien vus, c'est clair. Il y en a, on comprend pas pourquoi ils ont vrillé aussi, tu vois. Ça arrive aussi. Mais globalement, je pense pas qu'il y ait un antagonisme aussi fort. Et je pense pas qu'en plus, il faille le cultiver, ouais. Ce que moi j'observe aussi, c'est que via Push ou d'autres structures, c'est qu'à la rigueur, le message que je peux entendre de certains indés, c'est qu'ils attendent que les gros fassent des choses positives aussi qui pourraient, entre guillemets, ruisseler vers les plus petits. Et là, il peut y avoir un peu des gens qui sont pas contents parce que justement ça ruisselle pas ou ça tire que la couverture vers un côté et pas de l'autre. Et typiquement, ça a eu des effets de bord qu'on commence à voir notamment en France, mais par exemple au Canada, tout le crédit impôt, Ubisoft l'a tellement pompé que les autres studios en fait en ont pâti et n'ont pas pu se développer autant aussi bien que lui l'a fait. Donc c'est Là, de toute façon, il va être coupé le crédit jeux vidéo. Oui, je pour le crois à la fin du Canada, mois, ouais, si je dis pas de c'est- conneries. Mais bon. En tout cas, ça a eu cet effet-là. Et également, si on va plutôt d'un point de vue presque individuel, plus que et dans l'idée de créer un studio, donc un individu qui veut créer un studio indé, c'est souvent des personnes qui quittent l'industrie en étant passées par des gros studios, qui se dit j'en ai ras-le-bol en fait de ce que j'ai vu en interne, je veux faire autrement, autre chose, apporter, en fait j'en ai eu marre de pas être écoutée, de pas pouvoir m'exprimer correctement, donc je vais faire mon truc. Et donc, il y a un ras-le-bol qui s'affiche versus les très gros. Et il y avait un texte que j'avais lu à la fac, j'ai plus le nom de l'auteur, mais en gros, ça disait qu'on acquiert les lettres de noblesse vraiment dans le jeu vidéo quand on a réussi à créer son studio indépendant. Mais pour pouvoir créer ce studio indépendant, il faut obtenir des lettres d'or en passant par le triple A, en fait. Donc c'est pas tout le monde qui arrive à avoir ce genre de carrière-là. C'était effectivement plus faisable avant, mais on a effectivement encore des parcours qui sont pas forcément tout droit, tout le monde dans cette industrie. Donc ça dépend vraiment des individus, ça dépend des parcours, ça dépend, comme on l'a dit François, si on a eu la chance ou la malchance de tomber à certains endroits, de rencontrer certaines certains personnes. moments. C'est ça. Voilà. Très bien, merci. Bon, c'était pas pour avoir des réponses totalement franches, je me doutais que c'était un petit peu un mélange.
Eh C'est des ben, réponses franches, hein. C'est juste qu'elles sont pas faciles. Oui, à c'est trouver. juste oui, de la non, mais bien nuance, sûr, non, mais enfin, quand c'est vous très tranchez, voilà, d'un côté ou de l'autre, bien entendu. Eh ben, merci infiniment. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup? Comment on fait pour adhérer à Push Start? Comment on fait on vient toquer à quelle porte? C'est quoi? Et point d'entrée, en Le vrai, site. il y a push-start.org. Alors après, on va faire original. Il y a feed.push-start.org où tu auras tous les réseaux, toutes les infos dernières, etc. On mettra tout ça dans les notes, hein, mais ouais. Discord.push-start.org parce qu'en fait, c'est par là que tu auras tout en vrai. Ouais. Le plus simple, c'est de venir sur le serveur Discord. Et là, tu retrouveras les infos et tu pourras poser les questions. Et il est ouvert. Tu viens, tu te présentes, tu mets ton pseudo comme on t'a dit de mettre au début. Sinon, il y a quelqu'un qui te le rappellera. Mais il faut se présenter, sinon c'est pas que t'es là. Et à partir de là, on t'ouvre 80% du serveur. T'es pas adhérent. T'es juste venu, t'as 80% du serveur qui est ouvert. Il y a une section qui est réservée aux adhérents. Mais on n'est pas là pour barrer la porte, surtout que les personnes qui viennent sur Discord, ça peut être des studios, des personnes qui représentent un studio, mais c'est aussi beaucoup de gens de l'industrie en emploi, quoi. Donc, en venant là, il y a pas mal d'infos déjà et c'est là que tu auras toutes les dernières trucs fraîches, etc. Et que tu retrouves la communauté, tu peux échanger. On a 2000 bombes, je crois. Enfin, tout le monde s'exprime pas, mais le serveur pèse 2000 personnes. Et push-start.org pour le site, sinon il y a aussi toutes les infos. Et montpelliergamelab.com parce que l'incubateur aussi, s'il y a des structures qui veulent déposer un dossier pour la prochaine édition ou des trucs comme ça passera probablement par là. Et puis après, sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Blue Sky, tout ça, pas hésiter à chercher Push Start et on nous trouve. Ça marche. On essaiera de mettre le maximum d'infos pour vous retrouver en tout cas. Merci infiniment. On va continuer. François, J'ai plein de questions qui sont nées dans ma petite tête pendant qu'on a discuté et on va en discuter avec le CG Beers. Avec des bières. Yeah, ouais. Est-ce que ça vous a plu, le public? Ils ont été sages. Il n'y a pas eu une mouche qui a volé. On vous a fait moins participer que la dernière fois, effectivement. J'ai pas fait gagner des bières, etc. Mais le sujet a été plus sérieux. C'était pas l'anniversaire non plus, donc voilà. Non mais oui, merci à tous d'être venus déjà sur cette première heure. Et vous avez des goodies, vous pouvez vous servir, allez-y. C'est avec grand plaisir et c'est gratuit. Voilà, vous aviez qu'à venir derrière vos écouteurs. Vous écoutez, vous aviez qu'à venir ici, vous auriez des goodies, des bières et vous auriez pu rencontrer Gwen et François, qu'on remercie encore beaucoup. Merci à vous. Et merci pour tout ce que vous faites avec Push Start. Merci. Merci beaucoup, merci au Merci public. beaucoup. Et à bientôt les bipèdes et on se retrouve bientôt. après pour le CG Beers. Salut tout le monde.